l'image de MSF est étroitement associée à celle du témoignage. C'est-à-dire que dans le récit qu'on se fabrique, et puis la légende un peu de MSF, et que ces fondateurs se sont créés en opposition avec la tradition de silence qui était celle du Comité international de la Croix-Rouge. La réalité en fait est assez différente, puisque la première charte de MSF en 71 était une sorte de copier-coller un peu de la tradition de confidentialité de la Croix-Rouge, puisque les fondateurs s'engageaient à ne rien divulguer des informations qu'ils auraient pu recueillir au cours de leur mission, et à ne faire aucun commentaire public, positif ou négatif, sur des situations et des événements qu'ils étaient amenés à fréquenter. Et en fait, c'est à la fin des années 70, pour la première fois, que des membres de la nouvelle direction des Médecins sans frontières prennent la parole et décident d'associer la parole, l'acte de témoignage, à l'action de soins, essentiellement d'ailleurs au Cambodge, à propos du Cambodge. Donc la première prise de parole publique dénonciatoire de MSF, c'est Claude Maluret, de retour des camps de réfugiés cambodgiens en Thaïlande, qui dénonce les crimes révolutionnaires des Khmers rouges. La grande originalité de MSF, c'est moins finalement le témoignage que la spécialisation professionnelle. C'est la première organisation humanitaire qui se construit autour d'un cœur de métier, qui est la médecine. Et la prise de parole, en fait, ou en tout cas le refus de la neutralité telle que pratiquée par le Comité international de la Croix-Rouge, s'est greffé ensuite. C'est une nouvelle génération de dirigeants qui prend le pouvoir à la fin des années 70, qui affirme qu'à la différence du CICR, MSF ne restera pas neutre en toutes circonstances, et qui reproche notamment au Comité international de la Croix-Rouge son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale, et notamment d'être resté neutre face au totalitarisme nazi. Et pour les dirigeants de l'époque, la question de la neutralité se pose dans le cadre de la guerre froide, et les dirigeants de l'époque ne veulent pas être neutres face dans l'affrontement qui oppose les démocraties libérales au communisme, et font le choix de soutenir les démocraties libérales contre le totalitarisme communiste. Ça ne va pas? Vous voulez que j'appelle un médecin? Non, merci. Je suis médecin. Médecins sans frontières. Accompagnez-les au moins jusqu'à la frontière. Il y a un vrai pli néoconservateur qui est pris à cette époque par les dirigeants de MSF, qui sont pour la plupart d'anciens gauchistes, mais devenus antitotalitaires, et qui participent en effet à ce mouvement d'idées qui est le néoconservatisme. À partir des années 2000, à partir de l'intervention notamment de l'OTAN au Kosovo, puis de l'invasion de l'Afghanistan, puis celle de l'Irak, puis la multiplication des opérations de maintien de la paix avec des mandats très offensifs, comme en Sierra Leone, en République démocratique du Congo, finalement MSF se trouve confronté à la réalisation de ces aspirations. Et du coup, elle va passer de l'appel des États à prendre leurs responsabilités à un discours qui va dire attention, il ne faut pas confondre ce qui relève de l'action politico-militaire de ce qui relève de l'action humanitaire. Il y a une tentation de revenir à la charte de 71, silence on soigne, qui, à mon sens, est une tentation dangereuse, dans la mesure où c'est pas pour rien que les fondateurs avaient, enfin pas les fondateurs, mais les dirigeants des années 70 avaient vu dans la prise de parole un moyen d'agir, et que si MSF revient à la charte de 71, elle risque de redevenir une sorte d'instrument passif au service des États, sans aucun moyen de pression pour défendre et prolonger l'action de secours. Non, je pense que c'est le prix Nobel de médecine dont beaucoup rêvent ici.